Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchu, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et sois bien attentif, je suis presque sûre que ça va t'intéresser, car je vais te révéler le secret pour gagner des heures dans ton apprentissage. Si tu as décidé de faire tout ce que tu peux pour apprendre l'espagnol, j'imagine que tu y mets du cœur, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Tu accumules peut-être les listes de vocabulaire, les fiches qui récapitulent toutes les conjugaisons, des leçons de grammaire de A à Z. Eh bien, laisse-moi te dire que ça ne sert absolument à rien. Oui, tu as bien entendu, ça ne sert à rien. Ou plutôt, c'est comme si tu essayais de vider le contenu d'un lac à la petite cuillère. Ah, j'imagine d'ici ta réaction. J'imagine que ça doit être un peu challengeant et que peut-être tu te dis, mais comment ça? Je multiplie les efforts et ça va encore pas, mais elle est complètement folle. Et puis c'est très bizarre de dire ça pour une prof. Et je comprends bien ton ressenti. Mais ne pars pas tout de suite, je vais t'expliquer et je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu seras d'accord avec moi. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, loin de là. C'est très bien, mais c'est encore mieux si tes efforts sont vraiment utiles. Par exemple, la langue espagnole compte des milliers de mots. Quand on débute, c'est facile de se sentir effrayé par l'effort que ça représente de retenir tout ça. D'autant plus que même les locuteurs natifs n'en utilisent qu'une fraction au quotidien. Si ça t'intéresse, je te mettrai en lien dans les notes de cet épisode un article que j'avais publié il y a longtemps sur les 100 mots les plus courants en espagnol qui correspondent à 50% des conversations quotidiennes. Et tu verras qu'avec seulement 1000 mots, 89% des échanges courants sont déjà couverts. Et c'est bien là le problème de la plupart des méthodes, que ce soit l'enseignement classique scolaire, les manuels ou même les applications de langue faciles, entre guillemets, on apprend, liste après liste, les noms des animaux, de tous les animaux, les noms des aliments, tous les aliments, les pièces de la maison et tous les meubles imaginables. Eh bien, je suis prête à parier que dans l'immédiat, tu ne te serviras pas de la plupart de ces mots que tu as appris. Et pire encore, si tu ne t'en sers pas assez rapidement, eh bien, il y a de fortes chances que tu finisses par les oublier et qu'au moment où ton espagnol sera assez avancé pour que tu en aies besoin, tu ne t'en souviennes plus. De la même manière, si tu commences par mémoriser le lexique du matériel informatique et les mots utiles pour mener une réunion de travail en espagnol, si tu apprends cette langue pour voyager en Amérique latine à titre personnel, c'est aussi parfaitement inutile. Alors au départ, je vais te proposer, pour gagner du temps et une énergie folle dans ton apprentissage, d'appliquer la loi de Pareto, aussi connue sous le nom de 80-20. La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un principe qui explique que 20% des efforts réalisés produisent 80% des résultats. En d'autres termes, pour être efficace, il faut que tu concentres tes efforts sur ce qui est le plus important pour obtenir le résultat escompté. C'est valable dans tous les domaines. Par exemple, dans une entreprise, 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Dans un domaine plus personnel, tu utilises 20% des habits de ton armoire, 80% du temps. Ou alors, 20% de ta journée t'apporte 80% de tes résultats. Bref, en cherchant un peu, on retrouve toujours ce même ratio 20-80 dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui, c'est comment appliquer la loi de Pareto à l'apprentissage de l'espagnol. Eh bien, c'est très simple. Il faut prendre en compte que, dans 80% des cas,
tu utiliseras 20% du vocabulaire existant. De la même manière, 20% des temps verbaux seront employés dans 80% des situations. Et également, 20% des règles de grammaire seront suffisantes pour t'exprimer dans 80% des cas. Tu as compris l'idée ? Bon, je suis sûre que maintenant tu as compris l'idée, mais comment appliquer la loi de Pareto à l'apprentissage de l'espagnol, c'est ce qu'on va voir tout de suite, étape par étape, et on va commencer par le vocabulaire. Quels sont les mots vraiment utiles à retenir ? L'un des pièges dans lequel tombent le plus souvent les apprenants que je fréquente, c'est de confondre le vocabulaire basique et le vocabulaire de base. Le vocabulaire basique, c'est tous les mots simples comme le lexique des couleurs, des animaux, etc. Alors que le vocabulaire de base, c'est les termes les plus couramment utilisés dans la vie de tous les jours. Tu l'auras compris, c'est sur ce dernier qu'il faut te concentrer. Et dans le cadre de la loi de Pareto en espagnol, étudier en boucle des listes de vocabulaire n'est donc pas du tout utile. Au contraire, je te conseille de repérer intuitivement les mots courants dont tu auras vraiment besoin. Et j'insiste sur le tu. Les mots que tu utilises au quotidien ne sont pas forcément les mêmes que ceux que moi j'utilise ou que ceux que ton voisin utilisera. En fonction de plusieurs paramètres, à la fois géographiques, personnels, ton âge, ta famille, etc., où tu habites, bref, en fonction de ta profession aussi, tu utiliseras certaines ressources que les autres, qui ont une situation différente, n'utiliseront pas forcément. Donc je te conseille de repérer intuitivement les mots courants dont toi, tu te sers au quotidien. Et tu verras que cela n'a vraiment pas grand-chose à voir avec les listes toutes faites que tu peux trouver dans les livres ou les applis traditionnellement proposés. Je te conseille de noter tous ces mots dans un carnet et d'essayer de constituer des phrases entières pour mieux les retenir. Et n'attends surtout pas pour passer à la pratique. Tu seras étonné par les conversations intéressantes que tu pourras mener, même avec un vocabulaire restreint. Bien entendu, au fur et à mesure de tes progrès, il faudra compléter ton vocabulaire pour pouvoir exprimer tes idées avec plus de précision et plus de nuances. Au cours de ce défi, je t'ai déjà donné plusieurs exercices que tu peux faire pour cela. N'hésite pas à aller écouter les épisodes antérieurs. Voilà pour ce qui est du vocabulaire. Concentrons-nous à présent sur la grammaire et, pas de surprise, ça va être le même combat. Dans un premier temps, je vais te demander d'oublier les règles complexes et alambiquées, avec de multiples exceptions, et de ne pas t'intéresser de trop près non plus aux concepts avancés et à leur jargon compliqué. Laisse de côté, dans un premier temps, ces concepts et contente-toi de comprendre les règles de base de la grammaire, celles qui vont t'amener à te faire comprendre. Je sais, ce conseil est contre-intuitif, surtout lorsqu'il est dispensé par une enseignante. Pourtant, c'est bien ce que je te recommande. Ne pas chercher à tout comprendre et à expliquer dès le départ. En effet, il faut s'adapter à l'objectif. Et autant il est important de potasser la grammaire et de connaître le fonctionnement de la langue à profondeur si on cherche à certifier un niveau avancé ou même à enseigner la langue, autant cela est absolument inutile quand on veut simplement communiquer dans un espagnol basique du quotidien. En d'autres termes, est-ce que tu auras vraiment besoin de maîtriser complètement les règles de la morphosyntaxe et de la grammaire avancée pour demander ton chemin en Espagne ou pour passer commande dans un bar ? La réponse est non. Et mieux vaut consacrer ton énergie à autre chose dans un premier temps. D'ailleurs, c'est vraiment en appliquant ce principe de la loi de Pareto que j'ai conçu mon pack tout en un, espagnol simple et pratique. Il met précisément en pratique le 80-20 et contient tout ce dont tu as besoin pour progresser efficacement en commençant par les bases sans t'encombrer du superflu. Pourquoi ce pack est fait pour toi ? Eh bien parce qu'il te permettra de gagner un temps précieux en te concentrant sur l'essentiel sans te perdre dans un océan d'informations et il te permettra d'avoir une progressivité à partir du A1 et vers le B2 selon ton niveau. Si tu veux en savoir plus,
Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Bien, on a fait le tour pour la grammaire et le vocabulaire. Logiquement, on va clôturer cet épisode en s'intéressant de près à la conjugaison espagnole. En espagnol, la conjugaison, c'est la partie la plus ardue et la plus décourageante. Il y a tout un tas de règles, d'irréguliers, avec des irréguliers classables et puis d'autres non, une vraie prise de tête. Alors, pour simplifier tout ça, je te conseille de lâcher prise et d'être pragmatique. En effet, la loi de Pareto peut s'appliquer ici aussi, et ce sont les mêmes 20% de temps verbaux qui seront utilisés dans 80% des cas. Pour commencer, il te suffira selon moi de te concentrer sur 3 temps essentiels. Le présent de l'indicatif, bien sûr, il te servira à la fois pour parler au présent et pour parler au futur, avec le verbe ir, ou aller en français, conjugué au présent suivi de l'infinitif. Tu sais, voy a ir al mercado, je vais aller au marché. C'est très proche du français et c'est très pratique quand on débute pour parler au futur en ne connaissant que le présent. Ensuite, pour parler au passé, je te conseille de te focaliser sur le passé simple, pretérito indefinido en espagnol. En espagnol, on n'emploie presque pas le passé composé, pretérito perfecto. Tu peux donc l'oublier pour l'instant. Et le passé simple a aussi des valeurs d'antériorité. C'est donc le temps à apprendre en premier lieu si tu veux parler au passé en espagnol. Si tu es déjà au point sur ces 2 temps, tu peux aller creuser du côté du subjonctif présent. Ce mode, ou temps, va te permettre de ne pas provoquer de grosses erreurs de compréhension ou d'expression. En effet, je te mettrai dans les notes de cet épisode le lien vers le subjonctif en espagnol, l'article de blog que j'ai rédigé. Tu peux commettre des grosses erreurs en confondant un subjonctif et indicatif. Pour résumer sur la loi de Pareto et la conjugaison espagnole, dans 80% des cas, un de ces 3 temps est utilisé. Il s'agit donc de te concentrer dessus en priorité pour pouvoir t'exprimer le plus vite possible. Si tu appliques la loi de Pareto, je te garantis que tu seras surpris par la rapidité de tes résultats. Je te conseille donc dans un premier temps d'être très sélectif et de n'apprendre que ce qui te sera vraiment utile là, maintenant, tout de suite. À bas le perfectionnisme. En appliquant ce fameux principe de Pareto et ce système 80-20, tu atteindras rapidement un niveau suffisant qui te permettra de te débrouiller au quotidien et de comprendre la plupart des échanges. Ce n'est que dans un second temps, si tu en as besoin, que tu pourras parfaire ton niveau en allant explorer de plus en plus en détail la langue. Cela te demandera bien plus de temps et plus d'énergie, mais peu importe, car tu seras déjà à même de te débrouiller dans beaucoup de situations courantes. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as bien compris cette loi ou ce principe de Pareto et que tu te mettras à appliquer le 80-20 dans ton apprentissage de l'espagnol. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit retour et à me dire si ça t'a aidé. Si cet épisode de podcast t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sans modération. On se retrouve dès demain avec d'autres contenus pour progresser facilement en espagnol. Et en attendant, cuídate y hasta mañana.